Bien bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et j'espère aussi ne pas avoir de problèmes techniques comme lors des deux précédentes émissions. Bien bonjour à toutes et à tous. On va croiser un peu les doigts. Vous avez passé une bonne journée. Alors, au programme de cette session, la clinique des Barbaries du 26 avril, nous avons ce soir donc différents sujets. Donc, émergence, nous allons voir un peu les doigts, un petit bilan de où nous en sommes. La clinique des Barbaries, visiblement il y a encore de l'écho là. Nous avons ce soir donc il y a encore de l'écho. Excusez-moi. Émergence, nous allons voir. Je pense que je vais arranger le problème. Voilà. Donc ce soir, émergence. Après, nous verrons l'Alliance du peuple. Donc c'est un sujet un petit peu particulier ce soir pour la chronique des Barbaries, hein, qui n'est pas tout à fait habituel pour la chronique des Barbaries. Un regard sur la semaine, comme toujours, et un hommage à des victimes des Barbaries. Eh bien, ce sera l'hommage que j'avais dû rendre la fois précédente, puisque suite à un incident technique, eh bien, justement, on avait dû couper la fin. Alors, ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, donc, bonsoir. Donc, une maxime de Gaston Courtois, comme à l'accoutumée, sur le calme. Voilà, juste une petite vérification sonore de nouveau, je m'excuse. Le calme donne tout de suite l'impression d'une volonté qui sait ce qu'elle veut et qui ne se laissera pas détourner de son but. Un regard tranquille et ferme suffit souvent pour inspirer une sorte d'insécurité aux indociles. D'instinct, ils sentent qu'ils n'auront pas le dernier mot. Voilà, la détermination, la fermeté, eh bien ça se manifeste par le calme, par le contrôle, la maîtrise de soi, et en toutes circonstances, eh bien, d'être dans la construction, dans le rassemblement, dans la perspective, dans la réussite de la mission, dans la complétude du but à atteindre. Voilà, je dirais, des maximes que nous devons tous partager et nous inspirer dans nos tâches respectives, que ce soit pour les gens qui dirigent, mais également pour les gens qui ont des tâches de tout niveau, je dirais. Alors, je vais refaire une petite vérification, excusez-moi. Dans nos tâches respectives. Voilà, ça a l'air de très bien marcher. Alors, émergence, changer le système, eh bien, vous pouvez participer. Et la participation de base, c'est justement de distribuer des mini-cartes, hein, des formats cartes de visite, donc autour de vous. Donc, populariser l'initiative Une perspective, la 6e République, c'est-à-dire la vraie solution pour réorienter la démocratie, pour échapper à la barbarie qui nous guette, et cela en ouvrant un avenir, un espoir, vers un avenir bonifié. Donc, vous pouvez les commander, vous allez sur le site, vous pouvez aussi envoyer un mail, on vous donnera tous les renseignements. Donc, c'est vendu prix coûtant, c'est extrêmement peu cher, hein, pour 100 cartes, je crois que c'est 6,64 €, quelque chose comme ça, frais de port inclus. Donc, voilà, vous distribuez ça autour de vous, et bien les gens après, bah, ils ont le temps d'aller voir sur le site, d'avoir toutes les dernières informations, et de pouvoir s'y inscrire s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est une action simple, sans risque et peu coûteuse. C'est, je dirais, le niveau 1 pour un citoyen volontaire, pour agir, pour changer le système, pour faire émerger un espoir. Si vous souhaitez participer plus avant, donner votre avis, eh bien vous avez l'opportunité de le faire, puisque
vous savez qu'il n'y a pas que la Constitution qui est proposée, il y a aussi un plan d'urgence très ramassé, une dizaine de mesures seulement, consensuelles, de telle sorte qu'elles soient acceptables par des gens tant à droite que de gauche, mais qui sont, je dirais, des marqueurs de rupture par rapport à la déliquescence de la société vers laquelle nous emmène le néolibéralisme avec son chef de file Macron. Donc, un plan d'urgence avec une dizaine de mesures donc, sur lesquelles vous pouvez vous exprimer. C'est un vote à choix multiples, donc vous pouvez, c'est vraiment une consultation citoyenne, c'est à vous de choisir, à vous le peuple, à vous les citoyens, de choisir quelles sont les mesures les plus importantes à choisir. Et nous sommes assez satisfaits de la participation et de la façon dont des mesures qui sont proposées, puisqu'elles sont à la fois pertinentes, puisqu'elles rencontrent toutes au moins une part significative des suffrages. Donc ça veut dire que s'il y en avait quelques-unes qui ne recueillaient aucun suffrage, ça veut dire qu'elle n'aurait pas sa place. Or, elles ont leur place, puisque toutes recueillent des suffrages. Donc, ça nous encourage à nous dire, le travail que l'on fait, il est de qualité. Donc voilà, c'est le lien pour accéder à cette consultation. Il faudra vous inscrire sur le site à cette occasion pour évidemment pouvoir voter 50 fois pour la consultation. C'est quand même la base de toute consultation démocratique. Émergence, bien, Émergence, c'est aussi et avant tout le nom du manifeste en 5 volets qu'un P6R, qu'une perspective, la 6ème République, et que votre serviteur édite. Donc il y a la colonne vertébrale qui est le premier volet, c'est de petits livrets, si vous voyez l'émission pour la première fois, c'est ça, Émergence, c'est 30 pages, ça se lit en une demi-heure. Donc c'est très facile à lire, mais il y a beaucoup de contenu, c'est quand même, tout est dit, c'est résumé, et nous allons avoir une illustration de l'intérêt de ça tout de suite après ça. Donc, les 2 premiers volets, émergence idéologique, qui est du même format, et émergence spirituelle, le Tao spirituel, donc qui est lui d'un format un peu plus grand. Il y a un peu plus de choses à dire. Là, on rentre vraiment sur des choses, je dirais, qui sont pas du domaine politique. Là, on est sur le domaine politique. Donc après, là, on rentre dans le domaine spirituel. Là, c'est libre à chacun d'adhérer ou pas à ce volet. Mais c'est aussi une proposition importante pour justement aller vers un rebond civilisationnel. C'est même une dimension indispensable. Donc, c'est une proposition en cohérence, je dirais, avec justement l'idéologie, la politique et toute la démarche d'une perspective, la 6ème République. Donc, c'est un livre évidemment à partager, vous pouvez en commander, comme les mini-cartes, en distribuer aux gens qui sont autour de vous, qui sont intéressés. C'est 3 € pour les émergences, les petits formats, et pour le Tao spirituel, c'est 4 € en unitaire. Après, il faut compter les frais de port. Tous les détails sont également sur le site de Nouveau. Alors, une illustration d'Émergence, de changer le système, de la démarche justement qui est présentée dans Émergence, c'est la vidéo qu'a édité Michel Onfray sur le site Front Populaire. Michel Onfray, vous savez qu'on est proche, voilà, Front Populaire, moi je suis abonné à la revue, c'est vraiment, on est très proche, et ils sont en train, au travers de l'association qui est accolée à Front Populaire, qui s'appelle Front Populaire et compagnie, d'élaborer un programme. Et cette vidéo illustre justement, je dirais, c'est un constat que je vais faire, c'est pas du tout une critique, c'est un constat. Ça illustre le fait que aller vers un programme n'amène que des divisions. Et ce qu'il faut, c'est rassembler les Français, et c'est vraiment ce à quoi nous essayons de nous employer, et c'est pour ça que nous avons mis le thème de la Constitution, c'est-à-dire des règles du jeu, pas le jeu, les règles du jeu, de se mettre d'accord sur de nouvelles règles du jeu. Nous en avons besoin, puisque la 5ème République est vraiment à bout de souffle. Eh bien, cette vidéo illustre ça, puisque à un moment donné, vous vous retrouvez programme contre programme. Donc notamment, il critique Marine Le Pen, et quelque part, plus les programmes
peuvent apparaître comme étant proches, plus ça va être des choses comme l'ego de chacun, ou de dire oh bah toi tu vas pas mettre, tu dis ça mais tu vas pas le mettre en œuvre, c'est-à-dire on met en doute la volonté de l'autre de faire ça. Vous voyez, on arrive à s'opposer plus sur du fond, mais sur de la forme, sur de l'ego. Et cette vidéo, je le constate, hein, c'est vraiment un constat, c'est pas du tout une critique, je garde toute mon amitié, toute ma confiance à Michel Onfray, mais je constate que c'est simplement le fait de se positionner sur ce terrain du programme qui fait que forcément vous allez être dans l'affrontement. Vous êtes forcément de dire, bah moi mon programme il est meilleur que le tien, et puis toi tu seras pas capable de le faire, ou tu oseras pas le faire, etc. Vous voyez, on rentre dans ce genre de débat. C'est pour ça que le terrain de la Constitution, c'est le seul qui permet de se mettre d'accord sur des règles du jeu, parce que sur les règles du jeu, on peut se mettre d'accord beaucoup plus facilement, on a une expérience forte du passé qui nous permet de converger, et on a des méthodes pour converger et se rassembler. Nous l'avons déjà fait en 2005, mais dans le refus de la Constitution européenne. Parce qui est proposé par une perspective de la 6ème République, c'est cette fois-ci que le camp, je dirais, souverainiste, de droite et de gauche, se réunissent autour d'une Constitution, et à partir de là, on enclenchera un cercle vertueux, une autre façon de fonctionner, une République plus saine, plus démocratique, beaucoup plus démocratique, plus proche du peuple. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment enclencher une spirale vertueuse. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Et changer le système, faire émerger, eh bien voilà, c'est par la Constitution. Et c'est détaillé, j'ai eu une interview l'autre jour avec Akina, donc un journaliste youtubeur, on va dire, enfin, qui est sur différentes plateformes, hein. En l'occurrence là c'est sur la plateforme Odyssée. Il y a une interview que j'ai donnée pendant 1h30 où justement j'ai pu exposer, il m'a posé des questions et j'ai pu exposer justement, je dirais, les grandes lignes justement de la proposition d'une perspective de la 6ème République, qui doit tenir en un mot: rassembler les Français. Rien ne sera possible si nous ne nous rassemblons pas. Nos ennemis, hein, parce que moi je parle d'ennemis véritablement, les gens comme Macron et tout ça, pour moi ce ne sont pas des adversaires, ce sont vraiment des ennemis en l'occurrence, parce qu'ils veulent détruire la France, hein, soyons clairs, ils veulent détruire la France, ils veulent détruire notre pays, notre nation, et par leur marché, par leur égoïsme, on pourrait dire. Eh bien, ces adversaires-là, ces ennemis, eh bien, il faut être unis, ils ne font eux que nous diviser. C'est leur politique permanente. Donc c'est exactement le contraire qu'il faut proposer. Voilà. Alors, regard sur la semaine, bon, toujours cette pandémie, avec toutes les conséquences dans tous les domaines. C'est une déflagration quand même au niveau mondial, cette histoire. Sauf dans certains pays, hein, j'ai eu l'occasion d'en parler. Mais voilà, nous avons dépassé en un an, hein, voilà, un an 100 000 morts, 100 000 décès, plus de 100 000 décès liés au Covid. Très exactement, 100 232 décès à aujourd'hui, et dont 2036 sur les 7 derniers jours. 2036 sur les 7 derniers jours, c'est tout à fait considérable. Sur 5 248 853 cas recensés. Hein. Donc, si on regarde la létalité brute faciale, c'est-à-dire c'est le nombre de cas sur le nombre de décès, alors ça c'est brut, hein, c'est vraiment donné, c'est pour ça que je dis létalité brute faciale, c'est donc les gens qui en décèdent sur le nombre de cas recensés, qu'ils soient déjà sortis ou pas de la maladie. Hein. C'est pour ça que je parle de létalité brute faciale. Ce n'est pas la létalité finale qui est la seule vraiment importante au final. Mais la létalité brute faciale, elle est de 1,9%. Hein. C'est-à-dire qu'à 5 millions et quelques de cas, on est à peu près à 10% de la population française
moins de 10% de la population française qui est censée avoir été contaminée. On peut dire qu'il y a eu pas mal de cas qui ne l'ont pas été, donc admettons qu'on soit à 10%. Si vous multipliez les 100 000 par 10% et que vous transposez en se disant tout le monde va avoir la maladie, bah vous multipliez 100 000 par 10. Hein. Je vous laisse faire le calcul. Donc, voilà, ça c'est les chiffres officiels. Après, vous pouvez vérifier sur l'INSEE, etc., etc. Donc, attention, c'est pas une grippe. Et là, on ne parle que de la létalité. Il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène des Covid longs. Là, vous pouvez les voir. Notamment, il y a une vidéo de Tatiana Ventose, vous pouvez regarder sur YouTube. Elle est assez intéressante à ce sujet. Elle a été touchée par ça, justement. Donc, il ne rentre pas là-dedans. Alors, il y a le cas du Brésil, hein, avec cette question-là des nouveaux variants. Il y a plusieurs variants au Brésil, en fait. Il n'y en a pas qu'un seul. Il faut bien voir que la population du Brésil, c'est une population jeune. Hein. Or, là, on est à 202 972 morts par jour. Là, nous, on a 2036 sur les 7 derniers jours, donc sur une semaine. Là, on est à près de 3000 en moyenne sur les 10 derniers jours. 3000 quasiment par jour. J'ai pris les chiffres du John Hopkins pour faire cette moyenne. Alors, donc, au total, ils sont à 365 444 décès, sachant que la population est beaucoup plus jeune. Hein. Les plus de 65 ans, je crois que c'est dans les 17% dans ces eaux-là, je crois. Hein. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes, et donc beaucoup plus de gens qui sont... ils sont 210 millions d'habitants, donc c'est à peu près 3 fois la France. Hein. À peu près pile à 3 fois la France. Donc, je dirais, dans l'immédiat, on est dans les mêmes ordres de grandeur, même s'ils sont déjà supérieurs, puisque nous, on a une population qui est plutôt déjà âgée, mais c'est surtout la forme de la courbe qui est très inquiétante. Et là, de nouveau, on a vu que le gouvernement français freinait des cas de fer pour arrêter l'ouverture des frontières, etc. Et ils ont réagi vraiment très, très tardivement. Ces variants, voilà, eux, ils sont quand même au courant, ils sont quand même chargés de suivre ça, ils connaissent ça depuis un moment, quoique s'il y a ces variants. Il y a déjà 0,5% de variants brésiliens en France. Voilà. Et donc, voilà, je vous dis, la létalité, elle touche, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous regarderez sur les liens que j'ai mis là-haut, ils disent que la moitié des cas sont des gens de moins de 45 ans, je crois, hein, de mémoire. Hein. Vous vérifierez sur les liens. Donc c'est pas c'est plus la même histoire. Là, hein. Et de toute façon, au Brésil, de fait, la population est beaucoup plus jeune qu'en France. Donc les chiffres, je dirais, sont déjà rien qu'à les voir comme ça, on voit déjà que la forme est certainement plus grave. Voilà. Voilà la situation. Donc là, on a proposé le plan pour en sortir. Je ne sais pas. Alors il y a plein de gens qui le critiquent, etc. Mais on verra. Enfin, moi, je ne suis pas optimiste du tout sur cette histoire. Voilà. Alors, un autre sujet de barbarie, hein, évidemment, c'est une barbarie, hein, comme ce Covid. Hein. Il y a une autre barbarie, c'est l'Union européenne plus l'OTAN, eh bien c'est la guerre. Puisque, on le voit, là, Biden a retardé le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, donc ils ont fait une guerre pendant 20 ans, quasiment pour rien, parce que les talibans sont... Moi, je vous fiche mon billet que d'ici 3 ans, les talibans, ils auront repris le pouvoir, si les Américains sont bons, hein, parce que là, ils retardent le départ, mais bon, est-ce qu'ils vont vraiment partir? C'est des guerres infinies, comme nous au Mali, là, la France est au Mali, mais pour combien de temps? C'est des guerres sans fin. Ça n'a pas de sens, ce genre de choses. Et c'est l'Union européenne plus l'OTAN, c'est la guerre. Et puis il y a les provocations, on voit avec la Chine, là, et puis là il y a les provocations aussi avec l'Ukraine. Bon, les Américains, c'est vraiment une calamité pour cette planète. Hein. Et là,
notamment, je vais donner des éléments concrets, hein, la guerre à l'échelle des régions. En fait, c'est ce qui se profile, et c'est ce qui s'est déjà produit, puisqu'en Yougoslavie, l'éclatement de la Yougoslavie, ça a été ça. C'est l'éclatement de la Yougoslavie en différentes régions, la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Slovénie, etc. Ça a été alimenté hein, par l'Union européenne, hein, et par l'Allemagne notamment, et le Vatican à l'époque était à la manœuvre pour faire éclater la Yougoslavie. Mais la Catalogne, hein, on a vu ce qui s'est passé, rappelez-vous tout le film, mais voilà, c'est pour faire éclater l'Espagne. Là, on essaye aussi de pousser l'éclatement du Royaume-Uni avec l'Écosse. Et puis, il y a ce qui se passe en Ulster, là, avec le No Irish Sea Border, donc pas de frontière au milieu de la mer entre l'Ulster et le reste du Royaume-Uni. Mais c'est aussi la Crimée, c'est aussi le Donbass où on a poussé toutes les anciennes républiques d'Union soviétique à se révolter contre la Russie. Alors que l'Ukraine, c'est quasiment le même peuple, le peuple russe et le peuple ukrainien, hein, puisque je crois que l'origine de la Russie, c'est Kiev. Hein. Il faut quand même le savoir, qui est actuel aujourd'hui en Ukraine. Et on pourra faire ce qu'on veut, mais l'Ukraine, ça sera toujours un voisin de la Russie. Enfin, moi, je pense que c'est toujours mieux de s'entendre avec ses voisins. Nous, on est voisins avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Voilà. C'est peut-être mieux de s'entendre et d'être en bonne intelligence avec ses voisins. Parce que ses voisins, ils sont là pour toujours. Hein, et ils ne vont pas s'envoler, les voisins. Hein. Donc, ça n'a juste aucun sens. Quoi. Mais on attise les feux, et à qui ça profite tout ça, c'est ça en fait. En définitive, qu'est-ce qu'on va y venir et, voilà, et c'est l'avenir. Là, notamment, il y a eu en Russie, là, bon, alors il y a Biden qui voulait envoyer deux bateaux dans la mer Noire. La mer Noire, c'est pas une grande mer, hein, bon, alors là, il a fait machine arrière, parce que les Russes ont dit, si vous les amenez dans... Mais que vont faire des navires de guerre américains dans la mer Noire? Franchement. Vous voyez, enfin, regardez la configuration. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Si c'est pas une provocation, c'est quoi, quoi? Enfin, bon, ils ont fait machine arrière, mais bon. Or que, moi je dirais, c'est à qui profite le crime. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est une initiative des services américains. Hein. C'est l'Amérique qui est derrière, les USA qui sont derrière. Alors après, à l'époque, il y avait l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, quand on voit bien quel était le projet de De Gaulle, la vision de De Gaulle, c'est de dire de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Enfin, ça fait sens quand même d'avoir un continent qui soit uni. Or, cette OTAN là, qui est au milieu, là, avec les États-Unis, je vous rappelle, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Il y a beaucoup d'eau entre l'Europe et les États-Unis quand même. Or que la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne, tout ça, on est sur le même continent. On a une culture très proche. Et on se fait la guerre là, et on entretient cette guerre, on entretient ça pour vendre du gaz, pour justement affaiblir l'Europe. Mais moi, je pense qu'il y aura peut-être une autre perspective que cette Union européenne-là. Bon, voilà, on sort un petit peu du cadre actuel, mais c'est quand même important parce que c'est la guerre et la paix qui se jouent en Europe, là, quand même. Hein, et les joueurs, ils jouent avec des boîtes d'allumettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu notamment la torpille que la Russie a mis au point. C'est-à-dire, c'est vraiment une arme de barbarie. C'est-à-dire que c'est une arme qui dit vous pourrez peut-être détruire la Russie, mais nous, on va vous détruire aussi. C'est-à-dire c'est une arme du désespoir, cette torpille qui pourrait exploser, submerger de matière radioactive toute une zone côtière. C'est une arme qui, au niveau stratégique, au niveau militaire, ne sert absolument à rien. C'est juste une arme de terreur. Voilà le type d'arme qu'on est en train de développer, qu'on pousse en fait c'est une escalade en fait vers la barbarie vers laquelle on va. Voilà ce avec quoi les joueurs d'allumettes avec leurs bateaux qui voulaient aller en mer Noire et tout ça jouent. Lui il s'en fout, Biden, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais nous on est en Europe, on n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique. Et la géographie de l'Europe c'est quand même celle-là. On devrait peut-être remettre les choses à l'endroit à un moment donné. Et je pense que le peuple, justement, c'est ça qui est capable, justement, de voir ces évidences beaucoup plus que les intérêts de certains financiers, justement, qui eux, n'ont que faire de ça. Ce qui compte pour eux, c'est la domination.
Voilà, ça c'est un élément important. Et puis, une Europe qui serait pas aussi, qui serait sur des projets concrets, qui serait beaucoup plus décentralisée. Moi, je dis le modèle, c'est la Suisse. Hein. La démocratie suisse, elle fonctionne depuis 7 siècles. C'est une confédération. C'est pas une fédération. C'est une confédération. Confédération helvétique. Voilà. Alors, un autre sujet que je voulais traiter depuis quelques semaines déjà, donc c'est les attaques qu'on voit contre la police. Il y a plein d'attaques qui surviennent contre la police, et je vais en citer quelques-unes. Le 5 avril, donc là je cite in extenso des extraits d'articles que je cite, dont les liens seront sur le site et sont cités en haut de ce transparent. Donc le 5 avril, une dizaine de tirs de mortier ont visé le commissariat de Mézieux, au nord-est de Lyon. Le 2 avril, en Gironde, un gendarme a été violemment frappé alors qu'il opérait afin de faire respecter le couvre-feu. Il a été victime d'une grave blessure qui a nécessité 17 points de suture. Je rappelle qu'à Blois, là où, pas très loin d'où j'habite, bah c'est pareil, hein. C'est au moment d'un contrôle sur le couvre-feu qu'il y a eu une voiture de jeunes qui a voulu éviter le couvre-feu, qui a eu un accident, et il y a eu des blessés graves et un mort, je crois, quand même. Tout ça lié à cette histoire de couvre-feu. Attaque contre la police, on continue. Le 31 mars, caillassé par des ados à Rennes, un policier a été blessé et a perdu connaissance. 1er avril, malgré les renforts, la police a été attaquée pour la 3e nuit consécutive à Creil, après la découverte de cocktails Molotov. Outre les tirs de mortier d'artifice, les policiers ont reçu des projectiles depuis les hauteurs des immeubles. L'un d'eux a été blessé. On continue l'énumération. 2 avril, à Tours, a été marqué par des émeutes. Plusieurs incendies volontaires ont éclaté dans le quartier du Sanitas, en plein centre-ville de Tours. C'est le centre de Tours, hein, le quartier du Sanitas. Les pompiers ont été, et les agents de la BAC présents sur place ont été ciblés par des tirs de mortier d'artifice. Un scénario qui s'était déjà produit la veille dans ce même quartier. Je continue. Alors, voilà, on pourrait dire ça c'est quelques exemples, etc. Ça a toujours existé. Bon. Et là, je vais citer, une fois n'est pas coutume, j'ai cité Le Monde. Qu'est-ce qu'ils disent, Le Monde? Ils disent, Le Monde de 22 février 2021, voilà, les agressions contre la police nationale ont plus que doublé en 20 ans. Plus que doublé en 20 ans. Ça en dit long sur l'état sur la trajectoire dans laquelle est notre société. On était à 13 392 en 2000, hein, et je pense que peut-être avant, c'était certes peut-être en augmentation déjà, et là on était en 2009 à 31 257. Voilà, c'est le double. Hein. Plus du double même, hein, très largement. Et là, en 2020, quand même, on a eu pas mal de confinements en 2020 quand même, hein. 27 000 quand même, malgré tout, 27 659. Et en janvier 2021, 2288, rien que sur le mois de janvier. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit de notre société? Tout ça, ça dit quoi? Ça dit que notre société est malade. C'est-à-dire que si on attaque les représentants de l'État de cette façon, c'est que la société ne va pas bien. Et ça monte, ça veut dire qu'elle se dégrade de plus en plus. Vous voyez cette courbe elle est vraiment significative. Hein. Il n'y a eu que les périodes du confinement, elle a baissé sur 20 ans. Sur 20 ans. Ça, c'est un signe qu'on va vers la barbarie. Qu'on n'est plus dans un état civilisé. Qu'on va vers la guerre civile, en clair. Mais
je ne voudrais pas exonérer non plus les violences commises aussi de l'autre côté, en premier lieu contre les gilets jaunes. Bon, j'ai mis une photo ici, mais il y en a tellement, et des vidéos. Ça montre bien que l'image de la France, elle est troublée, que l'image de notre nation, elle est abîmée, et qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler sur la Constitution, pour faire creuser, pour essayer que tout le monde, en travaillant sur la Constitution, qu'elle soit de nouveau partagée largement par des Français sur des sujets qui nous unissent. Il faut unir les Français en premier lieu. On n'arrivera à rien sinon. On n'ira que vers la barbarie si nous ne faisons pas ça. Alors, dernier regard sur la semaine, la future carte d'identité française. C'est le pompon, parce que là, elle est en anglais, donc elle est bilingue, et ça a été imposé, donc ce nouveau format est imposé par l'Union européenne, et ça a été imposé que ça soit en bilingue en anglais, c'est-à-dire comme les papiers d'identité, les Ausweis, sous l'occupation allemande. Hein. Parce que normalement, en France, les papiers d'identité, la langue officielle, c'est le français quand même. Hein. Donc voici le nouveau format de la carte d'identité. Donc ça commence déjà, on nous met le drapeau européen, alors que c'est le papier d'identité de la République française. Voilà, c'est en anglais, donc c'est bilingue français-anglais, alors que ça sert absolument à rien. Parce que marquer carte nationale d'identité, n'importe quel policier comprendra que c'est la carte d'identité. Et en plus, ça sert à quoi? Parce que si vous allez à l'étranger, normalement, vous devez avoir un passeport. Hein. Donc, le passeport, qu'il soit bilingue, c'est naturel. Hein. Il y a même parfois un visa qui est dans la langue de l'endroit où vous allez. Donc, ça sert à quoi que ça soit en bilingue? On ne va pas savoir que c'est une carte nationale d'identité française lorsqu'on voit le logo de la France. Ça n'a aucun sens. Hein. Il n'y a pas tant de pays qui permettent de voir que c'est une carte d'identité. Le format est suffisamment reconnaissable. Hein. Alors, en anglais. Donc, on a rajouté un nom d'usage. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça n'existait pas dans l'ancienne carte d'identité. Et par contre, on a une disparition de l'autorité de délivrance. C'est-à-dire que avant, c'était la préfecture de tel endroit, donc une autorité française qui délivre la carte d'identité. Maintenant, l'autorité, on ne sait pas. C'est un papier qui est issu de on ne sait pas qui. Au verso, qu'est-ce qu'on a? On a le recueil obligatoire maintenant des empreintes digitales, puisqu'on a une puce qui contient toutes les données, et y compris les données biométriques. Donc, voilà. Et en plus, avec le fichier test, là, c'est un moyen de fichage en fait généralisé des gens honnêtes en définitive, parce que normalement, tout le monde a une carte d'identité, et on espère quand même encore être dans un pays où il y a plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes. Eh bien, ça a été relevé par la CNIL et dénoncé par la CNIL, d'ailleurs. Ce fichage généralisé, en définitive, des Français. Enfin, dernier point, très important, je reviens sur le caractère bilingue de la carte nationale d'identité française. Ce n'est pas constitutionnel, c'est un papier officiel de la France. Et quel papier? C'est la carte nationale d'identité, c'est ce qui fait que vous appartenez à la nation. L'article 2, titre premier quand même, de la souveraineté, donc on est vraiment dans le tout premier, les parties les plus importantes, les plus stables normalement, la langue de la République est le français. Donc ça n'a aucun sens en soi, et en plus ce n'est pas constitutionnel. Mais, eh bien, on va nous l'imposer quand même. Que fait le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette bande de loustiques, hein, appelons-le comme eux, puisqu'ils ne sont pas capables de faire respecter la Constitution française? Et parmi les éléments les plus importants. Il faut changer tout ça. Il faut changer cette Constitution, parce qu'elle n'est pas respectée. Alors, maintenant, un sujet, je dirais, cœur aujourd'hui, l'Alliance du peuple.
Parce que donc l'Alliance du peuple, c'est un rassemblement de mouvements différents, donc notamment un P6R, une perspective de la 6e République, dont le but est justement de redonner le pouvoir au peuple et de se rassembler pour vaincre Macron. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et donc, un P6R est membre de cette alliance. L'idée, c'est de présenter justement un parapluie, une plateforme commune, pas programmatique, mais une enseigne. C'est-à-dire, c'est une enseigne commune où différents mouvements pourront se présenter en présentant la même enseigne. Hein, c'est un peu le principe des enseignes, on pourrait dire Leclerc, Carrefour, etc. C'est un peu de la façon, c'est-à-dire que derrière, c'est pas forcément ce qu'on appelle les franchisés, hein, donc c'est pas forcément Carrefour ou Leclerc qui est propriétaire du magasin, mais il y a l'enseigne, c'est Carrefour, Leclerc, puis on apporte l'enseigne apporte un certain nombre de services communs qui peuvent être partagés, on partage des moyens en commun. Parce que l'idée, c'est justement de se préparer aux élections et donc de présenter des candidats aux élections départementales, anciennement appelées cantonales, mais également aux régionales, et donc à ces élections, donc maintenant c'est confirmé, qui auront lieu fin juin 2021. Ils ont juste été décalés d'une semaine. Donc, je voudrais profiter de cette émission pour faire un appel à candidature, pour dire si vous voulez vous présenter sur l'enseigne Alliance du peuple pour une perspective de la 6e République, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester. La date limite pour candidater, donc pour déposer la candidature, donc il faut s'y prendre, je dirais, dès maintenant, hein, c'est le 8 mai 2021. Donc voilà, donc c'est maintenant. Si vous voulez vous engager, dire eh bien maintenant il faut réagir. L'élection présidentielle c'est dans un an maintenant, et donc c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut s'engager. Sinon, après c'est bien évident que ça sera trop tard. Pour rejoindre ça, il y a une charte à signer, la charte de l'Alliance du peuple. Donc moi j'ai personnellement signé, et donc avec un certain nombre de valeurs auxquels il faut adhérer évidemment. Donc, en premier lieu, l'humanisme, ça c'est quand même la base de tout, la démocratie, bien sûr, le pouvoir du peuple, l'éthique, l'environnement, le civisme, la co-construction, donc la construction collaborative, et la transparence. Voilà. Donc, voilà, hein, c'est tout à fait dans les valeurs que défend une perspective de la 6e République, donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. L'idée, avec aussi ça, c'est aussi donc de se préparer pour l'élection présidentielle de 2022. Donc, notamment d'avoir des élus, si on peut avoir des élus au cantonal et des élus au régional, eh bien, ça sera déjà un poids, ça va donner une crédibilité, puis ça va faire connaître aussi les gens qui sont dans notre mouvance globale. Hein, voilà, quoi, parce qu'une perspective de la 6e République, comme l'Alliance du peuple, il y a un vivier, il y a une effervescence, il y a un besoin citoyen qui s'exprime pour sortir de cette situation. Donc voilà, je dirais, il y a les gens du MCP, bon eux ils ne sont pas sur les élections, mais pour moi ils participent aussi de tout ce courant, de tout ce mouvement pour changer et pour vraiment se mettre en disposition de réorienter le cours de l'histoire actuelle qui nous emmène vers la barbarie. Donc, il faut disposer des parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Donc, évidemment, avoir des élus. S'il y a des élus à ces élections cantonales, départementales et régionales, eh bien, ça sera des parrainages pour le futur candidat. L'idée étant d'essayer de converger sur un seul candidat, bien évidemment. Ce sont les fameuses 500 signatures. Et, quelque part, je disais, rappelez-vous, au mois de décembre, janvier, il en a 6 mois pour échapper à la barbarie. Si on n'a pas les forces suffisantes au mois de juin pour pouvoir se présenter aux élections, c'est-à-dire d'avoir suffisamment un réseau de personnes engagées, de citoyens volontaires, pour aller démarcher les maires, etc., pour avoir les signatures et pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, les parrainages,
bien c'est mort, on n'y arrivera pas, parce que si vous n'avez pas les forces suffisantes au mois de juin, après il faut quand même un certain temps pour aller démarcher les élus, ça demande un gros effort de terrain, ça ne serait pas possible. Là, on a l'opportunité. Et donc, quelque part, ça concrétise cet objectif. Et quelque part, réussir ces élections, c'est la condition pour échapper à la barbarie. Donc, l'alliance du peuple, donc voilà, c'est pas simplement au travers d'un PCCR, c'est aussi au travers de l'alliance du peuple que nous allons pouvoir réussir, je l'espère, je le crois, justement, à échapper à la barbarie en réunissant les conditions pour pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que sinon, on voit bien que ça va partir dans tous les sens et c'est le système qui va réussir à se maintenir en place. Donc, pour candidater, envoyez un mail à contact1pcr.org et je relayerai bien évidemment toutes ces candidatures pour justement que nous soyons en position d'avoir des candidats qui réussissent et à représenter le peuple et à être élus en juin 2021. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je voudrais finir par un hommage à des victimes des barbaries. En fait, ce sont les victimes de la semaine dernière que malheureusement, suite à l'incident technique, ça a été brouillé et donc j'ai été obligé d'enlever ça de ce qui était proposé en téléchargement sur Internet. Arnaud Cardon, spécialiste du soin mortuaire, apporté aux défunts dans la Loire, sur France Bleu. J'ai été choqué de voir des défunts enterrés sans aucun soin mortuaire. Certaines personnes ont été enterrées nues, en couche, ou bien en couche souillée. Ne pas apporter de soins aux défunts, ou laisser, comme ça a été le cas, des gens mourir seuls. Et là, comment appeler ça autrement qu'une barbarie ? Villeneuve d'Ascq, Christophe Fauquenois, 45 ans. Il a été assassiné par arme blanche, avec 5 plaies au thorax et la gorge tranchée. Selon ses voisins, il était connu pour son sourire, son amabilité et son sens du service. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Vive la première démocratie, vive la 6ème République, vive la France. Passez à l'initiative, il y a plein de moyens de le faire. Chacun à votre niveau, les mini-cartes, l'émergence, si vous voulez vous engager plus avant encore au travers des élections cantonales, vous inscrire sur le site. Il y a 1000 façons de le faire, la consultation sur le plan d'urgence, les manifestes, voilà, il y a toute une palette d'actions possibles. La balle est dans le camp des citoyens français. Je pense qu'ils sauront la saisir. J'ai bon espoir. Je compte sur vous. Nous comptons tous sur vous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.